Bonsoir, je suis Philippe Mottaz, je suis journaliste. J'ai l'immense plaisir de modérer cette discussion qui va suivre. J'aime ce moment du générique qui nous permet de respirer un peu après ce film extraordinaire, qui est un coup de cœur, un coup de poing, un coup de sang, un appel à l'action. Et si vous faites de ça dont nous allons discuter ce soir, j'ai comme vous tous, ce téléphone dans la poche. Et en ayant vu ça, on comprend que c'est un pacte avec le diable, avec un diable puissant, avec un diable qui a des moyens incroyables pour effectivement essayer de nous faire tordre le débat, le biaiser. Le film de Marc Silver pose des questions absolument essentielles, vitales à ce stade. La discussion de ce soir, ça va être en fait, parce qu'on ne va pas les désinventer, ces technologies, de comment construire une société numérique qui nous permet d'utiliser ces technologies au mieux, d'en tirer le meilleur profit, sans avoir à en avoir les effets toxiques, particulièrement sur les jeunes, mais aussi peut-être à l'aube de l'IA, au moment où elle envahit nos vies, sur l'humanité entière. Donc c'est la discussion que je vais avoir ce soir avec un panel d'exception, évidemment, à commencer par Ian Russell lui-même, le père de Molly, que j'accueille sur scène. Ian. Avec Mark Silver. Mark Silver, le réalisateur du film. Avec Adele Walton, une activiste numérique dont l'histoire est en partie liée à celle de Molly Russell. Et avec Laure Boutron-Marmion, qui est avocate à Paris et qui, au nom de cette famille française, a intenté une action en justice contre les plateformes et les réseaux sociaux. Merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais évidemment commencer par vous, Ian. La première question, il faut que je rembobine à ce jour tragique du 20 novembre 2017. Oh, I thought you had translation. Okay. All right. I'm going to start with you then, Ian, and go back to November 2017, when you found out. At what moment and when you found out what had happened, what made you essentially go over the grief, the pain, the horrendous pain of a father losing her daughter, and realize that you as a father, you as a family were not guilty? And how did you go over maybe what was a sense of culpability or even shame? Maybe I didn't do what I should have done. Maybe I didn't see those signals that Molly's friends, retrospectively in hindsight, said, well, we actually had misidentified. And what prompted you to act? Firstly, I'm sorry I don't speak French. It's perfectly all right. I wish I could. I wish I'd paid more attention at school. There isn't a parent who expects to go through what we've done as a family. It's not just the parents; it's Molly's sisters as well. And so you're never going to be prepared
for that moment when your life is broken into two. Which is what happened to you. Yeah. Split into. Instantly, I knew that. As you said. And yet somehow deep within each of us is that human quality that means we want to survive, we want to strive. And Molly is a case when that went wrong, and that it can go wrong. But most of us are lucky as humans that it's a human quality that we find a way to continue. I don't know how, but we do. And those feelings that you talked about guilt and about blame. Did you experience them, actually? Yeah. Because it must have been something I did. And they don't go away either, because there's always a little tiny bit that says, what if that conversation in the car on the way back from the sailing club had been different? What if I'd questioned Molly more about spending time alone in her room? What if 6 years before Molly was born, when her older sister had a brick phone for the first time when she was 13, what if we hadn't said she could keep that on her bedside table? And the only reason we did was that it had an alarm clock in it. No smartphones then, no social media then. What if? But those of us who were lucky enough to know Molly, I think there's a shared experience that she had so much to offer. Her life was going to be amazing. We couldn't wait to see what she would grow up to become. And the dark world that the digital world pushed into her mind, she hid from us. She kept invisible from us. So we were left with the biggest question of all, which I guess happens so often when people lose people. And that question is, why? There's this moment in the film where it almost appears like a naive statement when you say, I thought they would remove that content from the feeds. Were you uneducated, uncurious? What are we supposed to do as parents or grandparents, in my case, about this? I mean, how do we go about, indeed, continuing that asking the companies to remove it? So I think... Where does the education start? Yeah, the education starts from the very beginning. So we must never think someone is too young to be educated. There's an age-appropriate way about talking about this from the first day that a child goes to school, and there's a way of doing it in the home even before that, I think. And that's such an important thing. I don't think it is a reasonable thing to expect the world to change hugely. We live in a digital world. That's here now. So we have to educate ourselves. And it's not just children. It's people of my generation as well. We all have to educate ourselves. And the thing about digital technology is it changes so quickly. Every time you put your hand in your pocket and you pull out your phone, it's probably different. There'll be an app that has updated. There'll be an operating system that has been changed. So it's never the same, and it's really hard to keep up. And if you think back to the time when Molly was struggling with what she was finding online as a 13, 14-year-old, that is exactly the time that Instagram changed its feed from a chronological feed, which would just give you what your friends and family were looking at, and it changed its feed into the engagement-based ranking feed. It's just at the time, as Arturo Bejar was saying in the film, that the Compassions team that he led so successfully was being disbanded.
so that Instagram, which was beginning to discover users of its product that may be thinking about suicide, and was connecting them to help to prevent their suicide. That team was disbanded, so that help was being removed. So we need to learn those lessons, and we need to say in the strongest possible way, and we are already around the world saying, this is not acceptable, this is not right, you, platforms, should not be allowed to have those dangerous practices. You should not be allowed to push harmful content to anybody, particularly young people, just to keep them there, just to make your profits bigger. This has to change, and it has to change now. Thank you. I'm going to encourage you to put your headphones, because I'm going to switch to French. Because I don't know how many in the audience have or not translation with them. Sorry about that. Marc, je veux rester sur ce film. Vous partez d'un texte académique de Shoshana Zuboff, puis d'un livre de... Okay, Mark, you're starting with an academic paper from Shoshana Zuboff, and then from a book, 600 pages, where she lifts the veil on everything you have in the film. And you do counter storytelling. This is the power of your film, I reckon, that you actually counter the narrative with a militant act that is your documentary. This is activism. This is storytelling, because essentially Silicon Valley, ever since the internet, has been storytelling. And if I may say so, a continuation of this fallacy of lies of progress and connecting everybody, and absolutely refusal to go into the harm globally, large, individually, collectively done to our societies. And you have been able to create a piece of a film that is extremely powerful in that sense. It is compelling, it is conceptually absolutely rigorous. Tell us what prompted you. Was it reading Shoshana Zuboff's work? What prompted you to say, it's a story that we need to tell? So I was very fortunate that I was involved with the Cambridge Analytica story for The Guardian, which taught me how these systems are used to change people's behavior. Around the same time, I was also supported by the Ford Foundation in this embedded fellowship inside Amnesty in their tech department, where at that time, no one really was able to tell stories about this seemingly invisible superpower that was around us, that everyone knew had an influence, but no one had any sort of visual language for beyond the zeros and ones of the Matrix, or like sort of hoodie hacker stereotypes. And then around that time, I also had come across some of Shoshana's writing before her book came out. So I reached out to her, said I'd been looking into this subject, and I managed to read a copy of Shoshana's book before it was published. So I was kind of armed with that combination, like a way of seeing the world. And when I came to Molly's story, which was about a year and a half before the inquest, it was a very small article. I was actually on holiday, and I read this really small article, and I kind of realized in that moment, you know, Molly's story wasn't a glitch in the system. It was actually like a manifestation of the system working really efficiently. And at that point, I reached out to the lawyers that you see in the film who were representing Molly's family. Said all that very briefly. Shared some past films that I'd made, and that began this conversation with Ian, which was about a year of no filming.
And then I sat through the inquest, which obviously we didn't know what direction that was going to go in. And then a couple of months after the inquest, we kind of all got together and agreed that we would move forward with making a film. Ian, je reviens vers vous. Est-ce qu'il a fallu que Marc vous convainque? Il y a beaucoup de parents, en fait, qui vivent ce drame. On le voit partout dans le monde. Il y a des adolescents qui se sont suicidés, qui ont vécu, des familles qui ont vécu les mêmes tragédies que la vôtre. Certains n'agissent pas. Certaines n'agissent pas. Encore une fois, qu'est-ce qui fait que vous, au-delà de l'amour de votre fille, a fait que vous avez décidé que this is enough? Je peux pas en tant que père ne pas agir. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'engager ce combat que vous menez maintenant très largement? As a family, we took a long time to make that decision, because the first thing we had to do was look after ourselves and get through the initial painful stages of grief. And that had to be put first. But while we were doing that, we were learning more about the harmful content that Molly had seen online. And we were learning more about this extraordinary, hideous connection that Molly's viewing had led to her, the mental state that she found herself in. And it was a growing pressure. It became evident that this was quite new. I didn't know it at the time, but it became evident that it probably had happened somewhere before, but no one was talking about it. And that was part of the danger. If you don't somehow find a way to talk about it, if you don't acknowledge the problem, then other parents wouldn't necessarily make the right parenting decisions. So there was a pressure. It took a year. And then we decided that we should speak out to try and stop it happening again, to try and help other people understand the dangers that might be there. And one of the reasons we found that courage, if you want to put it that way, was that's exactly what Molly would have done had she been alive. Vous auriez pu, une fois l'enquête terminée et les conclusions du coroner disant les réseaux sociaux ont contribué grandement au suicide de votre fille, vous arrêtez. Vous aviez obtenu d'une certaine manière justice. Vous poursuivez. Qu'est-ce qui fait que vous poursuivez aujourd'hui? This is a story that is a story of many chapters, and the end of the inquest, as I say in the film, was just a chapter end because not enough has changed. The charity we set up in Molly's name in the UK, it's a UK charity, Molly Rose Foundation. We were able to do research, and we were able to find that content, if not exactly the same, if not the same content that Molly had seen on Instagram, is still widely available on that platform, and it's still widely available on others. It's just as harmful. It might take one more click to find it. You might have to spell self-harm with 3 M's or 2 R's, misspell the word if you're looking with a hashtag, but it's still there. And worse still, the platform's algorithms are still recommending that content. So when you know that the content hasn't changed, when you know that the platforms behind those algorithms haven't changed and they're finding ever more complicated, clever, effective ways to engage people and keep them online, you know you have to keep going until the next chapter in that story, until change starts to come.
on voit une forme d'activisme, on voit une forme d'action. Laure, je me tourne vers vous. Vous êtes avocate à Paris et puis vous avez créé une association qui défend les familles qui ont connu des cas similaires à ceux de Dean. Est-ce que vous vivez avec votre action collective au nom de cette famille en France les mêmes difficultés? Vous voyez les mêmes structures du pouvoir, en fait, entre Big Tech et la société? Et les familles, les mêmes réflexes chez les familles de se dire d'abord comment m'en prendre à ces géants, à ces sociétés énormes, anonymes. Racontez-nous un peu comment vous avez créé cette association, pourquoi et comment vous vous battez et quelle est votre expérience à ce stade. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est beaucoup d'émotions pour moi d'être là ce soir. Et je l'ai dit tout à l'heure à Ian Russell, parce que son combat est pour beaucoup dans ce qui se passe aujourd'hui en France. Et donc, je souhaitais qu'il le sache. Et c'est vrai que parfois, il y a des hasards comme ça. Et je lui ai raconté que la première fois où on a rencontré le juge avec la famille de Marie, qui est donc une adolescente qui a vécu la même chose que Molly, eh bien, c'est le jour où la décision a été rendue dans l'affaire de Molly Russell. Et ça a été une de nos dernières conversations avec Stéphanie et Charles, les parents de Marie, où j'ai dit « Allez, on y va ». Ça a été un petit peu la dernière pièce de notre puzzle à nous. Et c'est pour ça que c'est très important de se dire qu'effectivement, on est sur un sujet d'abord universel, un sujet civilisationnel et un sujet qui dépasse toutes les frontières. Parce que de toute façon, les big tech et le système du piège algorithmique, il est chez tout le monde. Donc moi, ça a été effectivement, donc c'est déjà beaucoup d'émotions d'être là. Et puis, visionner ce documentaire, c'est aussi beaucoup parce que effectivement, je porte l'histoire de beaucoup de parents en France et donc beaucoup de choses résonnées pendant ce documentaire. Le travail qui a été fait est exceptionnel et moi, je suis toujours très émue quand un film comme ça sort. Il y en a quelques-uns. Voilà, c'est encore, on est vraiment qu'au tout début, mais parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est un formidable outil pour la prise de conscience, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on est à un moment où les consciences commencent à s'éveiller, mais c'est pour ça que je vous dis à quel point, je veux vous dire merci, parce que quand vous avez commencé votre combat, personne n'en parlait. C'est-à-dire que moi, je me souviens en 2020-2021, quand on a commencé à parler avec la famille de Marie, je devais même aux journalistes expliquer ce qu'est un algorithme, ce qu'est un modérateur de contenu, en fait, même comment ça fonctionne. C'est-à-dire que ces entreprises ont fonctionné sur l'ignorance des gens pendant des décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à la croisée des chemins. Et tout à l'heure, vous parliez de la culpabilité. Alors moi, c'est quelque chose que je travaille tous les jours avec les parents que je représente, parce que c'est très difficile pour eux, et parce qu'en plus, un parent, de toute façon, c'est très difficile de se dire il y a peut-être eu autre chose que ce que moi, j'ai pu faire. Parce que de toute façon, en tant que parent, dès que notre enfant naît, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai trop fait, pas assez, etc. Donc, pour ces parents-là, ça a été très difficile de se dire, mais en fait, le problème, c'est que qu'est-ce que mon enfant a regardé et qu'est-ce que finalement ces entreprises ont mis en place. Et c'est là que du coup, ce genre de documentaire a une place immense, parce que moi, bien souvent, quand j'ai des parents au téléphone en détresse et qui me demandent, alors soit parce que l'addiction est déjà arrivée et elle est un sujet de friction énorme, soit parce qu'ils sentent déjà que leur enfant commence à chuter, et ben c'est vrai que pouvoir dire, voilà, allez voir tel ou tel film, et c'est un début de dialogue avec les jeunes. Donc ça, là-dessus, effectivement, je vous remercie. Et donc, moi, je voudrais dire un petit peu ce que vous avez dit, Yann, dans le film. J'ai péché par la même naïveté au tout début des affaires que j'ai eues, et la toute première, Marie. Tout à fait naïvement, je me suis dit qu'en fait, Marie était l'exception. Et elle avait vu des contenus comme cela, et que c'était, on va dire, allez, une dizaine, centaine, 200 contenus, on va dire. Et puis, c'est tombé sur elle. Il y a une sorte de naïveté où vous disiez à un moment en disant, voilà, on va leur signaler. Ils vont nous dire,
merci monsieur de nous l'avoir dit, on va les supprimer. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'au bout de 6 ans, la conclusion que je me suis faite, c'est que non seulement ils sont au courant depuis le début, mais de toute façon, ils le souhaitent. Pourquoi ? Parce que un adolescent qui regarde ces contenus-là, c'est un adolescent qui devient vulnérable, donc c'est un adolescent encore plus addict, donc qu'il va encore plus utiliser l'algorithme de la plateforme, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit effectivement TikTok, Instagram et compagnie. Et surtout, ça fait quoi ? Encore plus de données sur le comportement à capter. Et ça, pareil, le film nous le dit formidablement. Donc, pour ce qui concerne, en tout cas, moi, ma casquette judiciaire, c'est vrai que très tôt, avec les parents de Marie, du moins, parce qu'au début, on était seuls. Comment s'est fait la connexion ? Eh bien, en fait, donc, il se trouve que les parents de Marie sont venus me voir parce que Marie subissait du harcèlement scolaire dans son établissement et que moi je traitais de dossiers de harcèlement scolaire et je suis spécialiste de droit des mineurs. Donc souvent on vient me voir pour ce genre de sujet. Et en fait c'est quand j'ai mené mon enquête sur ce qui se passait à l'école que je me suis intéressée à ce qui se passait sur son portable, parce que de toute façon, depuis quelques années, je me rendais compte que les adolescents avaient un vrai comportement influencé par ce qu'ils voyaient sur leur téléphone. Donc tout de suite, j'ai dit aux parents, on va voir ce qui se passe. Et elle me disait, et en fait à l'époque, Marie était très fan de Musical.ly, qui avait été racheté par TikTok. Et donc elle faisait sans arrêt des lip-singing, etc. Et là, la première chose que j'ai vue, et où je me suis dit, c'est bizarre, c'est une multitude de vidéos dans son téléphone d'elle en train de se filmer, en train de pleurer. Alors c'est très bizarre à regarder, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, et sur TikTok, ça fait partie des trends les plus connus, les sad girls, donc si vous tapez les hashtags sad girls, vous en avez des milliers. Et moi j'ai démarré par là, et avec les parents on a démarré par là. Je dis, mais vous saviez que votre fille avait cette habitude de se filmer en train de pleurer ? Et c'est comme ça, en fait, qu'on a déroulé la pelote de laine et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait effectivement publié des vidéos très explicites sur son envie d'en finir, des lip-singing de chansons qui faisaient la promotion du suicide, etc. etc. Et en fait, c'est là que les parents m'ont dit, mais maître, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ? Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas réguler ? Alors je leur dis, bah non, effectivement, ils n'ont pas le droit. Mais si vous voulez, sur mon cheminement, a été sur ma route votre combat. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, il y a autre chose, il y a plus. Et à la suite de ça, donc, j'ai donc déposé plainte pour provocation au suicide et propagande des moyens de se donner la mort contre TikTok en France. Et c'est là qu'il y a eu un vrai intérêt des journalistes à ce sujet. Et donc les médias se sont emparés du sujet. Mais en fait, j'avais tout un temps de mon interview à la pédagogie sur justement comment fonctionnaient les algorithmes et comment fonctionnaient les plateformes. Bien souvent aussi, j'en avais qui me disaient « Mais maître, c'est pas possible ce que vous me dites, ça peut pas être possible. C'est à moins d'aller chercher les contenus, elle ne peut pas les avoir vus. » Donc, il faut leur expliquer ce qu'est un algorithme qui va vous nourrir, de ce qui vous intéresse, etc., etc. Je vous parle de ça, c'était il y a 4 ans. C'est déjà la préhistoire par rapport à l'éveil des consciences aujourd'hui, en tout cas. Et à partir de là, le téléphone du cabinet n'a cessé de sonner, de familles partout en France qui m'appelaient pour me dire « Maître, je vis la même chose » ou « Maître, je viens de perdre ma fille, je crois qu'elle a vécu ça, voilà ce que j'ai découvert dans son portable, etc., etc. » Par contre, tous me disaient, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi vous, Yann, vous y êtes allé par rapport à d'autres parents qui peut-être n'y sont pas allés. Beaucoup de parents me disaient « Maître, rappelez-moi si vous faites quelque chose de collectif, j'en serai. Mais je ne me sens pas de porter ça tout seul. » Et donc, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'en même temps, ces entreprises-là, elles savent très bien ce qu'elles font. Elles jouent aussi sur la culpabilité des parents et sur cette ignorance de toute une génération qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ce que j'entends aussi dans votre discours et dans le discours de Yann, c'est en fait, par analogie avec ce qu'on vient d'entendre au procès de Mazan et avec Gisèle Pellicot, qui dit qu'il faut que la honte change de camp,
qu'en réalité, vous dites, il faut que la responsabilité change de camp. Nous ne sommes pas, nous, responsables de ce système abominable créé par des neuroscientifiques qui nous accoutument, ce modèle économique, qui est un modèle d'asservissement. En fait, c'est ça qui est en train de se passer, non? C'est que tout d'un coup, grâce à ce travail que vous faites tous, et je vais venir chez vous, Adele, parce que votre témoignage est important, c'est ça, c'est qu'enfin, il y a une prise de conscience pour essayer d'arriver à une sorte de justice numérique, au même titre qu'une justice climatique. Il y a un changement là, non? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors de toute façon, pour terminer en tout cas sur ma partie judiciaire, pareil, l'écho est troublant à quel point la posture que j'ai aujourd'hui, moi, au procès avec les avocats de TikTok est la même posture que vous avez eue, vous, dans le cadre de votre bataille juridique, Yann, et la même qu'ils adoptent aujourd'hui dans le procès aux États-Unis. C'est effectivement faire fonctionner cette culpabilité. Donc, il n'y a pas de lien qu'est-ce qui me dit qu'elle n'était pas fragile dans sa vie? Comment ça se passait? Enfin voilà, d'ailleurs, elle, mais il aussi. Mais en tout cas, qu'est-ce qui me dit que cet adolescent-là, et vous le dites très très bien d'ailleurs dans le film, finalement, contenu ou pas, il aurait peut-être mis fin à ses jours. Et puis, une autre donnée aussi qui est beaucoup utilisée, c'est la santé mentale, c'est compliqué. Attention, les données scientifiques ne sont pas sûres. Et alors ça, nous, aujourd'hui, c'est un boulevard en France. Lorsqu'il y a des prises de parole dans les médias, les experts qui s'expriment et qui malheureusement ne disent pas toujours les liens et les connexions d'intérêt qu'ils ont avec ces entreprises-là et vont vous dire qu'effectivement, on n'a pas de données suffisamment chiffrées sur une population et un panel de population suffisamment important pour que ce lien de causalité puisse être absolument incontestable. Donc, en tout cas, je peux vous confirmer qu'effectivement, on a les mêmes postures. Par contre, il y a une chose, à mon sens, qui a changé. Alors là, c'est le petit instant optimiste, et je pense qu'on en a tous besoin. C'est que le couvercle a sauté, parce que maintenant, les parents osent dire, les frères et sœurs endeuillés osent dire, les amis des adolescents osent dire. Vous voyez, la parole s'est libérée sur cette addiction au numérique. Et moi, je crois qu'à partir du moment où on met des mots sur le danger, c'est déjà le début de la réussite de la grande bataille. Adele, Walton, j'aimerais parler de l'activisme avec vous, avec quelqu'un qui est une native de ce monde numérique, de cette condition numérique dans laquelle nous sommes. Vous étudiez le développement, vous êtes journaliste, et puis tout d'un coup, un événement tragique se passe dans votre vie. Lequel est-il? Yeah, sure. So, yeah, I was a freelance journalist before I started writing about big tech and online harms. And I had not heard actually of Molly Russell's story or Ian Russell's work in campaigning around online safety until in 2022, October, I lost my sister Amy to online harms in very similar circumstances to Molly. My sister Amy was 21, so she wasn't legally a child, which I think is important to mention because a lot of the time we talk about children's safety, but vulnerable people, you know, mental health doesn't stop at 16. And she was also bullied in school and neurodivergent too. So she was at risk of the sort of problematic internet use that often leads to this type of online harm. And sadly, we only found out after Amy had passed from a police investigation that she had been on a website that promotes and encourages suicide and self-harm. And the two founders of this website are self-identified incels. They have 4 websites, and the only one that women are allowed on is the Suicide Forum.
Mais vous dites qu'il y a 2 millions de commentaires, 2 million posts on this site. Yeah, there's over 2 million posts, over 40,000 users on this website. So it's a very large-scale site. And yeah, my sister was encouraged to take her life. And we've not yet had our inquest, so we've sort of gone through a lot of the similar, processes of trying to get legal support. Like the Russell family had to go through not having answers to any of our questions. But essentially, after Amy passed, Ian very quickly reached out to our family, and we became connected. And Lee Day, who represented Ian's family, now represent my family too. So there's a lot of parallels in our stories and our experiences, and also differences. But, the fundamental thing is that our loved ones and our collective mental well-being and our lives, it is to these companies the opportunity cost of making business and making more profit. And that's why, year on year, we're learning and meeting new families. I'm becoming connected to more parents, more siblings who are losing their loved ones in the same way often. So now in the UK, I'm campaigning with the Molly Rose Foundation around getting this pro-suicide website banned, hopefully not just in the UK, but globally as well. Ce qui est intéressant chez vous, de manière générationnelle, c'est qu'en fait, Ian, Mark, Laure, moi, nous avons tous dû apprendre. Nous avons tous dû passer à travers un processus d'apprentissage, d'information, de recherche. Vous êtes de cette génération qui, en réalité, avait immédiatement eu ces plateformes, ces outils, ces instruments dans les mains. Et j'aimerais vous entendre sur... vous avez écrit un livre, Logging Off, qui n'est pas encore traduit en français, j'espère qu'il le sera, qui s'adresse assez fondamentalement à votre génération, sachant que justement, on doit construire ces sociétés plus justes, où on n'est pas empoisonné, on n'est pas à la merci de produits complètement toxiques. Et pas seulement les jeunes, pas seulement votre génération, au fait, toutes nos générations. Expliquez-moi comment vous pensez et qu'est-ce que vous aimeriez arriver à faire dans ce combat que vous menez au nom de votre génération à vous, née avec ces instruments. I don't want to hear my own voice. So logging off, like it's called logging off, but I'm not saying that is the only solution. Like that's not the only thing we need to do. It's a bit of a trick so that people are like, oh, it's a self-help book. I'm going to buy this. It's a nice light read. It's not a light read. It's a heavy and a very political read. So, I think me and my sister, so many of our shared memories of growing up are involving our digital devices. Like my dad made my Facebook account for me when I was 10 years old. And I write about that in the book, and it's the same for me and Amy and so many Gen Z people that grew up on social media. I think we have this really complex relationship with social media because we have experienced both the benefits in many ways of connecting to people with shared interests. My sister was a massive Pharrell superfan, and she became part of a very niche online community of Pharrell superfans online. And that was a huge lifeline for her when she was in secondary school and she didn't have those friends and like-minded people at school. But in the same way that she was, when she was at her most vulnerable during the pandemic and she was struggling with her mental health, she was led down a different path. So I think it is a double-edged sword. And I don't believe that we should, ban social media, that we shouldn't have social media. I don't want us to go back to a pre-technology time. I think we need to be able to say, there is a better way,
and let's be part of creating that better way, because we're all digital citizens, but so far we've had pretty much no say in shaping the technologies that we use every single day and that we are now dependent on for our modern lives. So I think as digital citizens, we need to be able to co-create these technologies. We need to have people with lived experience of online harm in the rooms, making the decisions, not only in tech companies, but also in policy, like in government policy, in shaping those laws, because often the people who've experienced the harms are the ones who can only really see what a next technology, a new technology can bring. And we're seeing that now with AI and chatbots, and the same sort of pattern is unfolding there. Vous faites dans votre livre une remarque sur nous sommes à Genève, la capitale des droits humains, nous sommes un festival sur les droits humains. Vous parlez en fait d'un amendement, un covenant, un ajout à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui inclurait un volet numérique. Est-ce que c'est ça la société dans laquelle justement nous devrions tenter d'arriver dans une société où, précisément parce que ces technologies sont aussi extraordinairement puissantes au bon sens du terme, si on regarde la recherche médicale, si on regarde plein de choses, enfin, ce que ça nous offre, mais qu'au fond, ce qu'on cherche, j'aimerais dire tout simplement, dans une difficulté absolument considérable au vu de la nature même de ces sociétés, de ce modèle économique, une société qui réglementerait à travers un Bill of Rights numérique qui ferait que, je crois que vous le dites, Ian, cette société réelle dans laquelle nous vivons, et cette société online, ce monde online, et les mêmes pratiques, qu'en fait, ces produits toxiques ne puissent pas être mis sur le marché, que ils sont moins comment dire, il y a moins d'assurance que pour une saucisse industrielle dans ces produits. C'est impensable, non? Qui veut dire ça? Je dirais juste un mot là-dessus, ce que vous pointez, et à un moment vous le dites, Yann, très justement dans le film, c'est que je pense qu'on a vécu trop longtemps avec une idée qui était de se dire, il y a notre vie de tous les jours, et il y a l'espace numérique, mais en ne le raisonnant pas comme une vie. Alors qu'en même temps, dans le même temps, il y a eu l'hyperdigitalisation de tous nos rapports humains, si bien que nous vivons tous également en ligne, plus de, allez, je vais être gentille, au moins 3 heures par jour. C'est très, très en dessous des chiffres, mais bon. Et en fait, c'est exactement comme quand moi, un jeune vient me voir, je dois le défendre devant le juge des enfants parce qu'il a harcelé un tel ou une telle sur les réseaux, et que je lui donne cet exemple en disant « Est-ce que ça te viendrait à l'idée, tu marches dans la rue avec un copain, tu traverses la route en courant et tu vas gifler la personne en face ?» Alors, à chaque fois, ils me disent « Mais maître, pas du tout, qu'est-ce que vous me racontez ?» Je dis « C'est ce que tu fais quand tu vas insulter un tel en ligne. » Et en fait, je crois que tant qu'on n'aura pas intégré ça, et vous le dites très justement, avec cette idée de... et moi, c'est ce dont je me bats à chaque fois au niveau judiciaire, et pour nos lois, pour nos infractions, pour que nos infractions pénales soient également raisonnées dans le cyber. Mais c'est à quel moment on a aujourd'hui un Far West numérique où tout peut être fait, il y a un minimum de règles, mais encore... Par contre, dans la vraie vie, évidemment, on se comporte bien, en tout cas de manière civilisée. Et en tout cas, si on se comporte mal, on a des sanctions. Et ce n'est pas le cas dans notre vie numérique. Alors voilà, je voulais rajouter ça parce que je trouve que ça fait sens avec ce que vous avez raconté, Yann, dans le film. Yeah, absolutely. I think I said we should find a mirror for what we do. We've established rules over decades, and if not centuries. We've established rules by which we live. They're not perfect, but we've accepted them, and we're in the offline world. And we need an equivalent in our digital world. And I think the best place to start, I know we're very short of time now, but the best place to start is something that sets tech apart from the rest of the world, which goes back to a piece of American
legislation that was passed in 1996, which is known as Section 230 of the Communications Decency Act. And that gives tech exemption. It means if tech has something harmful on their platform, it's not their fault. It's the person who posted it's fault, even if it's their algorithms that amplify that harmful content. That act is 30 years old. It was it began before the social media platforms were invented. We need to get up to date with our legislation, and we need to make sure that we can control them as we do offline. Je vais vous poser la question du procès de Los Angeles qui se déroule maintenant avec Mark Zuckerberg qui est venu témoigner. Et justement, où l'argument, c'est de dire cet article 230 qui exculpe totalement et complètement de toute responsabilité Big Tech, on ne va pas y arriver légalement. On ne va pas y arriver. Non, là, il faut se battre en disant votre produit est défectueux et défaillant. C'est comme si vous mettez sur la route une voiture sans frein. C'est comme si vous mettez un avion sans normes de sécurité. Est-ce que vous pensez que dans ces recherches d'avenues légales, dans ces leviers dont je parlais, pour essayer de construire pièce à pièce ce régime auquel nous aspirons d'un monde numérique mais sûr, ce procès va être marqué d'importance et j'imagine il est déjà combattu par... mais quel regard vous posez? Quelle est l'importance de ce qui se passe aujourd'hui à Los Angeles, parce que ce projet, évidemment, devrait la chronique. Peut-être que, Marc, comment vous voyez, chacun d'entre vous, brièvement, dites-nous comment vous percevez ce moment. I think 2026 is going to be a key year. I think the trial that Zuckerberg gave evidence to in California will... regardless of the conclusion, it will show us more, and it's already shown us more of what happens behind the working practices in those companies. There's another trial in America, in New Mexico, where the Attorney General is suing Meta, and that is lifting the lid and showing us that in that case, Meta says one thing publicly whilst it knows something very differently. And the more that these trials go on, and Law's trial is so important in France because it's not just America, it's everywhere. So I've recently in the UK, it's your trial and the two trials in America that are important. So as long as these things go on, there's hope, because at the highest legal level, steps are being taken to curtail the power of the platforms. At the same time, the public is waking up and saying, this is not right, we must do something differently. At the same time as our politicians are beginning to wake up and say, the public aren't happy, we've got to do something about this. So because of all these things coming together, the legal action, the political action, and the public action prompted by films like Mark's, 2026, I absolutely believe, will be a pivotal year. And I'm quite hopeful. It will take time, but I'm quite hopeful that the beginning of change will happen this year. Mark, do you think that surveillance capitalism that Shoshana Zuboff wrote about and made us discover, and then you so eloquently translated into your film, that we can change this? Or indeed, it's through changing the 230 Act. Would that be a beginning? So I can't really speak to 230 in the US cases, but I think the way that I see it, if we don't understand the system that is literally like underneath the scroll, if we can't see that and talk about it, we don't even know what we're talking about that needs to be changed. From Shoshana's point of view, she would say the original sin, like the place we have to go back to, is the extraction of the data in the first place, right? So in Molly's story, I always ask myself, like, how did the machine or the people that run the machines even have the right to know that she was depressed in the first place? Like, we need to go back to there. Obviously, all the inquests and the court cases and the 230s are all
they're all downstream of that initial problem, which is they have access to us and they exploit that access for money and power. Il y a à Genève une organisation qui s'appelle l'ICANN, c'est pas celle de l'ICANN de l'Internet, qui a reçu le prix Nobel, qui se bat contre l'arme nucléaire. Et 129 pays ont ratifié une convention qui dit en fait le pouvoir nucléaire, par sa force destructrice, est amoral. On ne peut pas se permettre d'avoir des armes nucléaires. 129 pays ont ratifié cette convention. Évidemment, vous pouvez bien penser que dans le monde en détresse dans lequel on est aujourd'hui, les détenteurs de l'arme ne vont pas le faire. Enfin, c'est une démarche qui me semble correspondre à ça. C'est qu'en fait, ce que nous voyons là, c'est amoral. Je fais un statement personnel, le temps passe, je vais basculer dans le public. Mais avant de ça, pourquoi est-ce qu'on a mis cette diapositive au mur? C'est que vous sortiez de votre poche, parce que vous en avez tous un, cet instrument faustien qui est votre smartphone, et tapez sur le QR et inscrivez-vous sur cette campagne que nous voudrions élargir dans cet acte de mobilisation et d'activisme. Merci infiniment. La parole est au public. Je vous en prie, on ne vous voit pas, donc il devait y avoir des micros qui circulent. Merci vraiment infiniment pour cette contribution. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Question ou... Pas de questions? Si. Oui, tout au fond. Hi. So sorry, je ne parle pas bien français. Je comprends un petit peu, mais je ne parle pas bien. So I'm going to do this in English. My apologies to the audience. I found an interesting dual generation conversation happening here where you, Mr. Russell, made the comments. Can you, before I say what I'm going to say, can you clarify, are you pro-repealing Article 230 or... No. Yes. You are? Yeah. They shouldn't be, the tech platform shouldn't be allowed to be so exceptional. They should follow the sort of rules that any other company follows, I believe. So I found, Shoshana, I have not read your article yet. We'll totally be doing, or your book, I'm so sorry. We'll totally be doing that. I find it really compelling. I am interested in the conversation between, I think, what I'm hearing from you, which is that audiences who use these tools should be a part of defining the experience, which is kind of in direct contrast to the way that Article 230 is being written, or the repeal of it is being written and pushed right now. I grew up in an era of not even using your real name online, right? Like, you were entitled to decide whether, like, how visible you wanted to be. You could choose that. And now I recently found out that I can't even create an email account, like a free email account, without a phone number or attaching a separate email account. Like, I don't get to choose my levels of privacy. And when I logged into, like, Reddit, for instance, in London, it tried to get me to verify my ID. I am not giving Reddit my license or my passport information. And so I think that the process right now of going, like, who's in charge of the information in this attempt to regulate? I don't trust the people to understand who they're giving our data to. I don't think the solution to data privacy violation is to further restrict an audience's ability to control who has our data, how it's used in these companies. And so that, my question is, like, have you guys met before, had this conversation? What does listening to each other look like in terms of your perspective of how this should move forward? That was a really long question. Please tell me that it made sense outside of my own head. Yeah, long question, but I think all these things are absolutely vital and important, and these are emerging technologies, just as the technologies we're trying to protect ourselves better from have emerged. I think generally it's wrong to hold any one human right above another. So data privacy is really important, really essential. It's life-saving in some cases.
as is freedom of expression, freedom of speech. Those are two very important human rights. But so is Article 2, the right to life. So, and if you look at the text of each of the European Convention of Human Rights, they have different clauses in them so that your freedom of expression is there and it's an inalienable right, but it can't be used to endanger life. It can't be used to plot an act of terrorism, for example, because that's not using it sensibly. So with all these things, I think we have to meld the exceptional digital world into a closer mirror of where we are in our real world, so that the right compromises are drawn. Because inevitably, when you're trying to balance all these different rights, which will sometimes conflict with each other, you have to find a sensible compromise between them. Oui, alors je voulais rajouter aussi que sur la protection des données, on a un parfait exemple de l'hypocrisie de la posture que prennent les entreprises de big tech sur ce sujet-là, puisque tout à la fois, en fait, aujourd'hui, ils utilisent aussi un argument comme celui de la protection des données pour les sujets de législation qui passeraient pour la protection des mineurs, en l'occurrence en France, en tout cas, c'est un des arguments qui nous sortent, en disant, oui, mais attention, parce que du coup, pour contrôler l'âge, on va devoir donner notre identité, et donc, il va y avoir un problème donc, en France, on appelle ça le RSE, mais en tout cas, un problème de protection des données. Donc, c'est vous dire à quel point c'est très drôle, parce que dans le même temps, il crée un outil pour justement récolter de la donnée et regarder votre comportement, et si vous achetez une voiture plutôt comme ça, ou si vous préférez les grosses maisons ou les petits appartements. Donc, il y a une... Je trouve que c'est un bel exemple, ce que vous venez de pointer, de la grande capacité de ces entreprises-là à sortir finalement nos propres arguments contre nous, comme obstacle à faire avancer éventuellement les choses et l'opinion publique. Monsieur. D'abord, bravo pour ce film et pour votre engagement. Deux questions et une remarque très rapide. La remarque très rapide, c'est que j'ai une pensée pour tous les gens qui vivent pour la plupart du temps dans le sud, ce qu'on appelle le sud, dans les pays pauvres souvent, et qui analysent les contenus et qui deviennent à moitié fous. Et on ne pense pas assez à ces gens-là. Et c'est souvent des jeunes. On n'imagine même pas, parce que nous, on a vu quelques images où ils envoient des milliers. Alors, comment on ne devient pas cinglé? Première chose. Et mes deux questions sont rapides. La première, c'est que vous avez parlé beaucoup des parents. Il faut lancer un appel aussi aux grands-parents. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui passent un temps fou. J'ai des enfants, c'est pour ça que je dis ça, des ados. Qui passent un temps fou sur les reportages, et notamment sur les réseaux sociaux. Et parfois, il ne s'agit pas de les rendre responsables, j'ai bien compris la logique. Je ne dis pas qu'ils sont responsables, je dis juste que l'alerte, on peut la lancer aussi à cette génération-là, qui se croit un peu à l'abri de ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et ma deuxième question, elle concerne, on va dire, nous tous et nous toutes citoyens, citoyennes, qui sommes en contact avec des gens, parfois, qui ont un petit pouvoir. Parfois, il n'est pas grand, parfois, il est un peu plus. Et qui, dans leur univers professionnel notamment, ça peut être dans la culture, mais pas que, se rendent pas compte qu'ils s'associent à des gens toxiques, vous l'avez dit, monsieur. Facebook, Google, Meta, TikTok, etc., et qui financent des festivals, des instituts de recherche, des choses qui parfois nous semblent de bonnes, comment dire, des événements neutres qui n'ont pas un impact sur nos vies ou celles de nos enfants. Mais peut-être qu'il serait temps de dire stop, on n'en veut pas. Comme on a été capable à un certain moment de dire non à McDo, même si ça se fait moins, on pourrait être capable de dire arrêtez de nous mettre vos Facebook, vos Google, etc. ou autres, parce qu'ils changent souvent de nom, ils sont malins, comme le nucléaire, vous l'avez cité. Voilà. Donc est-ce que vous pourriez réfléchir ensemble, c'est une question, à cette idée de appeler vos
vos concitoyens à travers la fondation que vous avez créée notamment, en disant arrêtez, en Angleterre, en France, arrêtez de financer. Donc votre question, c'est est-ce qu'on peut en fait arrêter? Est-ce qu'ils sont d'accord pour lancer un appel, ne serait-ce que ça? Merci. Qui veut répondre? Adele? Ian? I think yes to educating grandparents as well as parents. It's a whole society education, but I don't think we should do it in a way that makes parents feel any more guilty. Parents already feel on the back foot. It's very hard for parents, and as that tech is changing all the time, it's almost impossible for a parent or a grandparent to keep up. So we should just gently do that. And when it comes to changing things, I think the place that we should all be aiming, whether that's us standing up to protest, we could each of us say we're going to delete Facebook or Instagram or TikTok. I've had 13-year-olds tell me after I've explained what's going on, they have chosen to delete TikTok or Instagram or something because they don't like being mugged off by the platforms. You just explain it to a kid, they get it really quickly. But I think there's a collective force that we should say that this isn't good enough. And the attention and efforts should be to educate everybody, but the change has to come from the platforms because it's the platforms that are using harmful practices that push harm and amplify harm. If that harm was there and existed as one post and it never got sent to anyone else, it wouldn't be good, but it would be in one place. Because the platforms are using it to engage their users and we're letting them, that's how the harm spreads. That's how Molly died. That's how the people that Laura is investigating are struggling with what the situation they find themselves in. So what we have to do is in any way we can, whether we're parents or just people in society or captains of industry, we have to focus our attentions to make sure that the social media platforms, the AI platforms, and whatever other technology comes down the line are not allowed to run themselves without safety at the heart of the way that they do business. I think it's really important to bring up grandparents, but not for the reason you said. I think what I came to understand is the system doesn't care if you're a grandparent or a grandchild, or you're English or from Timbuktu, or you're straight or gay. It doesn't care. All it wants is access to you. And whilst it has access to you, what I then learned was this, as it says at the end of the film, this isn't a story about technology. It's a story about power. And if we, as a society, can't say to those entities, if you're going to behave in this way, and it's not just about like harm as in harm to kids, it's like harm to societies, harm to democracy. One of the analogies that I created visually, which we didn't use, was Molly is almost like a mushroom that you see above the surface in a forest, like the surface of the mud. But what we really need to be able, and there's thousands, hundreds of thousands of those mushrooms, and they're not just kids in relation to harmful content, they're whole countries like Ethiopia or Myanmar or the US, like everywhere. And unless we're talking about that mycelium network underneath the soil, which is the power structure, and unless we're saying we don't think you're not welcome to behave like that in our societies. So there's a line I've been playing with, which is, we should consider not banning the victims, but banning the perpetrators. And unless we group up globally and say that, it's not going to change. Le temps pour une dernière question, malheureusement. Yes, I have a question. Because these are global problems and the companies, the big tech, are a few global corporations, isn't a class action an option? Why are there individual and single
trials in different countries and not a coalition that tries to do a class action. Ok, c'est pour moi celle-là. Ok, je me lance. Donc, vous voulez dire à travers les pays, faudrait un. Alors, il y a des recours qui seraient possibles, notamment. Bon, là, je vois comme ça pourrait être envisageable devant la Cour européenne des droits de l'homme. On pourrait envisager ou de faire une sorte de question prioritaire qui puisse être un petit peu plus internationale. On pourrait aussi envisager éventuellement d'aller devant la Cour pénale internationale. Mais je crois que tout ça va grandir aussi au fur et à mesure. Il y a un constat, effectivement, et ça revient, et je pense que ce sera la boucle est bouclée, comme j'ai la casquette judiciaire, c'est parfait. Je crois sincèrement que les choses viendront effectivement du judiciaire. Vous avez eu raison de porter la bataille judiciaire parce qu'il ne faut pas être naïf. Nous nous attaquons à des entreprises qui, aujourd'hui, pèsent bien plus que toutes les autres entreprises de la grande industrie parce que font 10 fois plus de chiffres avec 100 fois moins de main-d'œuvre. Si bien que il y a, en termes d'équilibre des forces, la personne qui peut être à l'écoute d'une histoire individuelle, faire éventuellement bouger les choses, c'est un juge. Un juge anglais, américain, français. Vous voyez, les États-Unis, c'est un parfait exemple. Ça fait 10 ans qu'ils se cassent les dents, proposition de loi sur proposition de loi, et rien n'y fait. Même après le grand show qu'ils nous ont consacré en janvier 2024, où vous en avez mis un extrait, Marc, dans le film, où ils sont tous été convoqués devant les sénateurs. Eh bien, la proposition qu'a fait les sénateurs après n'a pas pu être promulguée à cause de la force des lobbies. Par contre, ce que font aujourd'hui les juges américains peut passer. Donc, en effet, c'est avec tous les précédents judiciaires, comme celui de Molly, qu'à un moment, peut-être, on va pouvoir construire autre chose et impulser autre chose. Mais à mon sens, ça passera par une bataille de l'opinion et par un éveil des consciences, parce qu'il faut quand même se souvenir que, sincèrement, et je vous le dis vraiment à titre personnel, ça fait 15 ans que je suis au barreau de Paris, que je défends les mineurs, et moi-même, quand je suis rentrée dans cette histoire, il y a 6 ans, j'ai aussi péché par naïveté, en me disant, c'est pas possible. Une entreprise, c'était ce que j'appelle un impensé collectif, de se dire qu'une entreprise commerciale propose un produit, ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, très justement, un produit nocif, qu'elle sait nocif pour ses utilisateurs, et elle n'est contrée par rien, ou si peu, en tout cas juridiquement. Donc, une fois qu'on aura avancé sur l'opinion, je pense que tout le reste pourra se créer, mais oui, il y a certaines actions judiciaires qui peuvent être envisagées au global ou à l'international. Merci infiniment. On va s'arrêter là. Merci Ian Russell. Merci Marc. Merci Adèle. Merci Laure. Je ressors de ce débat enrichi. J'espère que c'est votre cas aussi. Merci infiniment.